À Kaboul, les talibans fêtent le premier anniversaire de leur retour au pouvoir. Le pays est en proie à une catastrophe humanitaire. 3 jours après l'attaque contre Salman Rushdie, l'Iran dément toute implication mais continue de condamner l'auteur des versets sataniques. La cause de la pollution du fleuve Oder n'est toujours pas connue. Allemagne et Pologne annoncent travailler ensemble pour déterminer l'origine de ce désastre écologique. Des photos souvenirs devant l'ancienne ambassade américaine, Square Massoud. Ce lundi 15 août à Kaboul, l'heure est à la fête pour les talibans. Tous célèbrent ici le premier anniversaire de leur reconquête éclair de l'Afghanistan, à la faveur du retrait des troupes américaines et de l'OTAN. Nous sommes très heureux d'avoir vaincu l'Amérique. Tous les collègues sont très heureux. Mon message aux gens qui sont partis à l'étranger, qui sont médecins et ingénieurs ou qui travaillent pour le gouvernement précédent, c'est qu'ils devraient revenir dans leur pays. Les bras de l'émirat islamique leur sont ouverts. Nous avons besoin d'eux. Je suis très heureux d'être venu avec mes amis pour célébrer l'indépendance et la défaite des Américains et de leurs esclaves. Tous les amis sont ici et nous sommes tous heureux de célébrer notre indépendance devant l'ambassade américaine. Je suis tellement heureux que je n'arrive même plus à m'exprimer correctement. Une victoire décrétée jour férié par les nouveaux maîtres du pays. Mais pour les Afghans ordinaires, le retour des fondamentalistes islamistes n'a fait qu'amplifier les difficultés. Les avoirs du pays à l'étranger que les talibans veulent récupérer restent gelés par Washington. La nourriture et le matériel médical fournis essentiellement par l'aide internationale n'arrivent qu'au compte-gouttes. Une situation qui risque de s'aggraver encore avec la vague de sécheresse que le pays traverse en ce moment. Selon l'ONU, 90% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L'Iran dément catégoriquement toute implication dans l'attaque contre Salman Rushdie. C'est la première réaction officielle de Téhéran 3 jours après l'agression dont a été victime l'écrivain aux États-Unis. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, seul Salman Rushdie et ses partisans méritent d'être blâmés et même condamnés dans cette affaire. Personne ne peut blâmer la République islamique d'Iran. Mais nous pensons que les insultes proférées et le soutien qu'il a reçu sont une insulte contre les adeptes de toutes les religions. Salman Rushdie est toujours visé par une fatwa lancée en 1989 par le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, 1 an après la publication des versets sataniques jugés blasphématoires par les musulmans les plus rigoristes. Hospitalisé pour des blessures graves après avoir été poignardé vendredi dernier, Salman Rushdie va un peu mieux selon ses proches. La voie du rétablissement a commencé, a même estimé son agent Andrew Willey. D'une usine située à l'ouest de Téhéran, aux routes de Russie, c'est le nouvel itinéraire prévu pour près de 100 000 véhicules chaque année. Le principal constructeur automobile iranien, Iran Khodro, a en effet annoncé ce dimanche la reprise des exportations vers la Russie, une première depuis plus de 10 ans. Du point de vue des options, de la qualité et du style, nous pensons pouvoir totalement rivaliser avec nos concurrents sur nos marchés cibles, explique le vice-président du groupe, notamment en Russie, en Azerbaïdjan, à Oman et en Irak. Vous savez sans doute mieux que moi que le volume du marché russe est plus important que celui de tous les pays voisins que nous avons. Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine s'était rendu à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Les deux dirigeants avaient alors convenu de renforcer leur coopération économique afin de contrer les sanctions occidentales. En Ukraine, l'inquiétude ne faiblit pas autour de la centrale de Zaporijia. Selon le ministère russe de la Défense, les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires pourraient être affectés. En cause, des bombardements ukrainiens sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka, située plus au sud. Ils auraient provoqué l'arrêt de 3 des 6 turbines. Ceux qui habitent à proximité de Zaporijia voient le spectre de Tchernobyl ressurgir. Ils craignent un accident nucléaire. Il n'y a rien de bon dans ce qui se passe, dit cette femme. Et nous ne savons pas comment cela va finir.
Les gens sont nerveux car la centrale nucléaire est à proximité, explique cet homme. Souvent, le vent souffle dans notre direction. Donc si quelque chose arrive, les radiations iront immédiatement vers nous et elles iront aussi dans l'eau. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les Russes qui ne condamnent pas l'invasion de l'Ukraine d'être complices. Où que vous soyez, tant sur le territoire de la Russie qu'à l'étranger, votre voix doit résonner pour soutenir l'Ukraine et aller contre cette guerre, a-t-il déclaré. En attendant, la reprise des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Ce dimanche, le premier navire affrété par les Nations Unies a été chargé de 23 000 tonnes de blé. Il doit rejoindre l'Éthiopie, au bord de la famine. Une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Moderna a été approuvée ce lundi par le régulateur britannique du médicament. Selon celui-ci, cette version du vaccin dit bivalent cible particulièrement le variant Omicron et provoque une forte réponse immunitaire contre ses sous-variants BA4 et BA5. Pfizer-BioNTech prépare également ce vaccin nouvelle génération qui pourrait être approuvé à l'automne par l'Agence européenne des médicaments. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer la mort de dizaines de tonnes de poissons dans le fleuve Oder qui coule entre l'Allemagne et la Pologne? La question reste toujours en suspens. Selon la ministre polonaise du Climat, à ce jour, aucune analyse n'a confirmé la présence de substances toxiques comme du mercure ou des métaux lourds. La seule anomalie constatée pour leur côté polonais est le niveau élevé d'oxygène dans l'eau. Il est bien sûr d'une importance capitale pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé afin de prendre des mesures et savoir aussi si cet événement représente un danger pour les personnes et l'environnement ou si le danger est déjà passé. Par conséquent, il faut mettre toute la pression pour travailler rapidement afin d'obtenir les réponses que nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui. À l'issue d'une réunion d'urgence dimanche, les gouvernements polonais et allemands ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour échanger des informations sur cette catastrophe. Côté allemand, on attend toujours les résultats de l'analyse de l'eau pour la recherche de toxines. Les deux parties n'excluent pas que ce désastre écologique soit lié, dans une plus ou moins grande mesure, à la grave sécheresse qui impacte ce fleuve et d'autres cours d'eau en Europe. Les autorités allemandes et polonaises ont toutefois assuré que cette situation n'avait pas d'impact sur les eaux souterraines et sur l'eau potable des deux côtés du fleuve. La Corée du Sud propose un vaste programme d'aide à la Corée du Nord en échange de la dénucléarisation. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a avancé cette proposition lundi lors d'un discours marquant l'anniversaire de la fin de la domination coloniale japonaise en 1945. Ce plan d'aide comprendrait de la nourriture et de l'énergie, ainsi qu'une aide à la modernisation des infrastructures. Ce plan audacieux améliorera considérablement l'économie de la Corée du Nord et le niveau de vie de sa population si le Nord cesse de développer son programme nucléaire et s'engage dans un processus authentique et substantiel de dénucléarisation. Pour les spécialistes de la région, la proposition de Séoul a de très faibles chances d'aboutir alors que les tensions sont au plus haut entre les deux sœurs ennemies. La Corée du Nord a mené une série record de tests d'armement cette année. Washington et la Corée du Sud redoutent que le Nord n'effectue un nouvel essai nucléaire. Il s'agirait du 7e de son histoire. Le procès du footballeur Benjamin Mendy s'est poursuivi ce lundi avec le discours introductif du procureur britannique Timothy Cray. Ce dernier a présenté le Français comme un prédateur ayant profité de sa notoriété et de sa richesse pour abuser des victimes vulnérables, terrifiées et isolées, selon ses mots. Le défenseur français, suspendu depuis 1 an par son club Manchester City, est jugé depuis mercredi dernier à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Il est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre 7 femmes. Benjamin Mendy est jugé aux côtés d'un autre homme, Louisa Maturi, également accusé de viol et d'agression sexuelle, et présenté par Timothy Cray comme un fixeur chargé de trouver des jeunes femmes aux footballeurs. Les deux hommes ont plaidé non coupables de toutes les accusations pesant contre eux, assurant que les jeunes femmes étaient consentantes aux relations sexuelles. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité. Le procès devrait encore durer 3 mois.